France Maghreb 2. Ah, cette musique m'avait quelque peu manqué. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver. C'est notre rentrée. On a sorti les cartables et les nouveaux habits. On s'est fait beau pour ce premier jour de rentrée, lundi 27 août. Bienvenue tout le monde, ravi de vous retrouver en espérant que vous ayez passé de bonnes vacances, que vous soyez bien reposés et fin prêts pour cette nouvelle année. Nouvelle saison, 8e du nom du Grand Forum qui entame aujourd'hui dans une semaine, on va dire tranquillement. On va y aller doucement pour cette rentrée, pour rentrer finalement dans les nouveaux, quelques petits changements. Voilà, des petits trucs sympas qu'on va vous apporter au cours de cette saison. Pour cette première semaine et pour cette première émission, Madame Hanan Zawani, comment va-t-elle? Bonjour cher Christophe, bonjour chers auditeurs et auditrices. Écoute, ça va très bien, ravi de démarrer cette nouvelle saison 2018-2019 avec toi. Faire autrement, ma chère. La 8e année, je crois. Ouais, voilà, c'est ça. Comment ça va, Hanan? Écoute, ça va très bien. Bel été? Bel été, oui. Été français, je dirais. J'ai pas été au Maroc cette année, malheureusement. Ouais. Mais un bel été français. J'ai fait un petit tour du côté de la Loire-Atlantique, quelques jours. Ah oui. Et surtout, je me suis occupée de mes enfants. Ah, voilà. Ça, c'est une bonne chose, ça. Voilà. Ouais, c'est une bonne résolution. Oui. En tout cas, ravi de vous retrouver sur France Maghreb 2. Alors, on change pas évidemment les bonnes habitudes. Le 01 40 33 9000 toujours à votre disposition pour que vous puissiez nous raconter vos petites vacances. Qu'est-ce que vous avez fait? Est-ce que vous êtes arrivé des petits trucs un petit peu hors du commun? On sait qu'il y a eu quelques problèmes au niveau des transports, là, au niveau des bateaux principalement. Au retour de l'Algérie, apparemment, ça a été assez catastrophique avec des compagnies qui ont bloqué des voyageurs pendant plusieurs heures. Bref, racontez-nous. J'ai surtout entendu parler de Air Tunis. Apparemment, il y a eu une levée de bouclier. Il y a eu plusieurs incidents par rapport à Air Tunis, donc des retards entre autres. Voilà, Tunisair, excusez-moi. Donc des retards entre autres, des vols annulés. Voilà. Ouais. Et puis si vous avez été peut-être découvrir de nouveaux paysages, l'Espagne, il y avait beaucoup de monde en Espagne cette année, C'était un truc de fou, j'y étais. Est-ce que tu nous dis pas ça pour nous annoncer que tu as été faire un petit tour à Barcelone? Non, oui, c'était à côté, dans la banlieue de Barcelone. Et pour la petite histoire, j'y ai rencontré notre ami Sofiane Nagdari. Exactement, voilà. Notre spécialiste du Moyen-Orient. Voilà, on était à 2 km. Vous êtes rencontrés, raconte-nous. Bon, on s'est appelé, il me dit je suis en Espagne, je dis moi aussi. Ah bah oui. T'es où? Je suis à 2 km de chez toi. Ok, on se voit alors. Génial. On s'est bu un beau petit café, un beau petit cocktail. Vraiment à découvrir l'Espagne, sympa, vraiment. Belle mentalité, une belle plage. On s'est régalé, on n'avait vraiment pas envie de rentrer. Mais bon, il faut bien. Un moment un autre. Ravi de vous retrouver en tout cas sur France Maghreb 2. Voici le sommaire de cette première émission, lundi 27 août. Bonjour, bienvenue et bon retour. Le Grand Forum avec Christophe Roux sur France Maghreb 2. Au programme de ce Grand Forum, le premier numéro de la rentrée, 10 ans après le licenciement d'une salariée d'une crèche, de la crèche Babilou, parce qu'elle portait le voile, vous vous en souvenez. Le comité des droits de l'homme de l'ONU demande à la France d'indemniser la femme qui a été victime de discrimination. Eh bien, nous y reviendrons tout à l'heure. Nous essaierons de comprendre. Régulièrement contrôlée par des agents de sécurité des aéroports américains, eh bien, voici qu'une femme a porté plainte pour des fouilles humiliantes jusqu'à montrer sa serviette hygiénique. On en reparle. La question LGF, le Quai d'Orsay qui ferme brutalement l'Institut français de Naplouse en Cisjordanie. La disparition d'un haut lieu de la culture française ferme sans explication. Comprenez-vous cette décision de l'État français? Bien, vous répondez oui ou non sur Facebook France Maghreb 2 ainsi que sur Twitter LGF France Maghreb 2. Nous ne changeons pas évidemment les bonnes habitudes. Le Grand Forum, le coup de cœur. Sur France Maghreb 2. Et dans le coup de cœur aujourd'hui, on va parler d'un grand poète qui a été condamné à l'exil jusqu'à la fin de sa vie puisqu'il est enterré en France avec beaucoup de regrets. Je pense qu'en tout cas, il aurait aimé être enterré dans son pays, l'Algérie. Un grand poète dont c'est le centenaire puisqu'il est né le 19 septembre 1918. Un grand monsieur avec un beau poème pour commencer cette saison du Grand Forum signé Slimane Azam, Algérie, mon beau pays. Jour de rentrée, messieurs, dames, pour le LGF, le Grand Forum avec Hanan Zawani qui est avec nous aujourd'hui jusqu'à 18h pour ce lundi 27 août. Avec vous, chers amis auditrices, auditeurs, 01 40 33 9000 pour nous dire un petit peu, nous raconter vos vacances, comment se sont-elles passées, bien entendu. Vous nous appelez. Et cette question du jour, ma chère Hanan, après 30 ans d'existence, eh bien, le centre culturel de Naplouse a été sommé de fermer ses portes. Ça s'est passé donc le 31 juillet dernier, signant la disparition d'un haut lieu de la culture française. Aucune explication.
officielle n'a été donnée, une décision qui interroge évidemment concernant notamment ces Palestiniens qui fréquentaient cet institut, qui étaient d'ailleurs assez nombreux. Il y avait quand même plus de 300 élèves à l'intérieur, ma chère 370 élèves, effectivement, de tout niveau. Donc un institut qui permettait de faire rayonner la culture française, la langue française. Donc il faut savoir qu'on a quand même 3 autres instituts qui continuent d'être sur place, mais que cette décision, elle a été prise là, il y a une semaine, et qu'on n'a pas d'explication officielle. Donc une des explications données serait que suite à un scandale de trafic d'armes qui a été révélé au mois de mars et absolument pas relayé, donc ce trafic d'armes pour lequel un Français a été arrêté a abouti en fait à la fermeture de l'institut. Donc une explication qui est donnée par Le Figaro, entre autres, par des médias israéliens. Donc je pense qu'il faut qu'on continue à chercher, en tout cas en espérant qu'on ait de meilleures explications que celle-ci. Donc ce qu'il faut savoir aussi, c'est que cette décision, elle a été prise par le Quai d'Orsay, et que les hauts fonctionnaires du Quai d'Orsay, en tout cas pour certains, cette décision n'a pas été prise à l'unanimité. Voilà. Donc oui, assez étonnant. Donc en tout cas moi je me pose la question, Christophe, de savoir est-ce que c'est une décision qui a été prise par l'État français, parce que derrière l'État israélien a fait en sorte que cet institut soit fermé, ou est-ce que ça vient essentiellement de la France? Écoute, a priori, si on s'arrête au fait que ce soit le Quai d'Orsay, que cette école soit rattachée au ministère des Affaires étrangères, au ministère de la Culture, voilà, donc a priori c'est une décision qui a été prise par le Quai d'Orsay, sans que cela d'ailleurs suscite aucune interrogation dans les médias, ni même qu'elle soit relayée. Donc c'est. Alors ça a été un minimum relayé. Voilà, dans ça a un été petit quand même, encas dans le Figaro par exemple. Voilà, il y a eu un article sur RFI. Donc voilà. Pourquoi cet excès de précaution ? Si on y ajoute la coupe budgétaire de Trump vis-à-vis des Palestiniens, il a, je vous le rappelle, suspendu cette aide apportée aux Palestiniens de 200 millions. 200 millions. Qui ont été après Trump avait prévenu depuis plusieurs mois, donc on est même pas étonné. Donc j'espère en tout cas que les différents autres pays et chefs d'État vont faire en sorte que ces 200 millions soient remplacés par la même somme, tout simplement. Donc que ce soit le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, donc pour les pays qui nous sont le plus proches, la France, les États européens, tous ceux qui font partie de l'ONU d'ailleurs. Donc peut-être que je sais pas. Bon, en tout cas, est-ce que vous comprenez vous cette décision de la fermeture de ce haut lieu de la culture française? Est-ce pour son ancien directeur d'ailleurs qui dit qu'ils veulent supprimer le français à Naplouse, en Palestine en l'occurrence? Eh bien, vous répondez sur la question du jour, qu'on ne change pas évidemment. Facebook France Maghreb 2, Twitter LGF officiel. Alors sur Facebook, vous êtes 91% à ne pas comprendre cette décision de l'État français, 9% à la comprendre. Je ne sais pas ce qu'il en est sur Twitter, ma chère Anan. Alors sur Twitter, on est à 100%, mais on n'a pas eu énormément de votes. Très bien. 01 40 33 9000. Salima est avec nous. Bonjour Salima. Bonjour, salam alaikum à vous deux, et puis content de vous retrouver, puis je vous souhaite avec beaucoup de retard une très bonne fête de l'Aïd. Ah oui, c'est vrai, vous avez raison. Oui, vous l'avez passé où l'Aïd? Pendant les vacances, donc voilà, disons que ça a pas le même goût que si on était au pays, mais bon, donc je voulais juste vous saluer. Et vous étiez où, Salima, pour la fête de l'Aïd? Vous l'avez fait où? Moi, en fait, je rentrais de vacances, donc du coup, j'étais complètement décalée parce que j'étais aux Antilles, donc j'étais encore sous le coup du décalage horaire. Très bien. Vous êtes parti où? Vous êtes parti où aux Antilles? Alors, on est allé donc d'abord en Martinique parce que la famille de mon mari se trouve là-bas, et on est allé pour fêter les 100 ans de sa grand-mère. Dis donc, elle est en forme. Voilà, elle est vraiment en forme. Elle est impressionnante, machallah. On ne croirait pas qu'elle a 100 ans. Donc, elle avait tous les enfants, les petits-enfants, les arrière-petits-enfants et arrière-petits-enfants présents. Donc, voilà, c'était... Vous étiez combien sur la photo de famille? Dites-nous. 30, 40, 50? Tout le monde n'était pas là parce que
que certains sont venus en avril à la date officielle de son jour de naissance, mais ça avait été déclaré évidemment il y a un siècle auparavant, seulement en juillet. Donc je sais pas, moi je dirais moins d'une centaine, mais la famille est tellement nombreuse que j'arrive plus à la compter. Voilà, donc et puis ensuite j'ai enchaîné avec la Guadeloupe chez une amie qui vit là-bas depuis 15 ans. Voilà. Et vous parlez un peu créole ? Alors non, moi pas du tout. Et même mon mari, comme il est métis, il n'a pas du tout été élevé dans la culture créole, donc il le baragouine un petit peu, mais pas tant que ça. Pas tant que ça. Ça a mâché. En tout cas, vous êtes parti en Martinique, donc il a, je suppose, fait très beau. Hein? Eh ben non, figurez-vous qu'en fait le juillet-août c'est la saison des pluies, c'est vrai. Et malheureusement il y a le souci donc de la brume des sables et des fameuses sargasses dont on parle pas trop en France. Et c'est vrai que ça apparemment ça impacte le tourisme sur place, donc j'ai trouvé qu'il y avait moins de monde que d'habitude. Et puis c'est plus vers la fin du séjour que le temps s'est amélioré. On a même eu droit à une petite secousse, petit tremblement de terre. C'est un tremblement de terre au niveau de la Barbade fin juillet. C'était le 25 juillet, donc on a ressenti une secousse assez importante. Et puis une autre dernièrement, ça je l'ai su par téléphone, comme il y avait un gros tremblement de terre, je sais plus de quel, sur l'échelle de Richter, je crois que c'était 5 ou 6 au Venezuela, donc ils ont ressenti les secousses jusqu'en Martinique et en Guyane. Il y a eu des dégâts? Non, en tout cas en Martinique pas du tout. Ils ont juste ressenti une secousse qui apparemment était moins importante que celle de fin de juillet, mais qui a duré visiblement plus longtemps. C'est assez fréquent puisque certaines ne sont pas du tout ressenties. Donc bon, ils surveillent évidemment. Ils ont l'habitude dans cette région d'avoir des tremblements de terre, c'est régulier. Oui, parce que ils sont sur une c'est une île, il y a un volcan, donc c'est assez fréquent là-bas. Vous étiez côté mer Caraïbes ou Atlantique? Alors, on était côté Caraïbes, de notre côté Caraïbes. Ah, qu'est-ce que je l'aime cette mer, un truc de fou. Bon. Bah écoutez, formidable. Alors vous êtes bien reposé et prête à reprendre l'année scolaire. Rentrer vendredi, Inch'Allah. Ah oui, parce que je rappelle que Salima est donc prof d'anglais. Voilà. Et vous travaillez toujours au même endroit ou vous allez connaître votre nouvel établissement? Je songe un petit peu à bouger parce que j'étais habituée à bouger et là, le fait d'entamer, je ne sais plus, ma énième année là-bas, je commence un petit peu à saturer, donc je pense que le changement me fera du bien. Donc je vais voir où est-ce que je pourrais muter, Inch'Allah. Je suppose que cette émission risque de vous intéresser. On va lancer des petites nouveautés comme ça durant cette saison, et notamment chaque premier mercredi du mois, on va s'attarder sur un sujet, parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup de sujets et finalement on rentre pas en profondeur, et donc on a décidé qu'une fois par mois au moins on consacrerait une émission entière avec des invités, des spécialistes, etc. à un sujet. Le premier rendez-vous c'est le 5 septembre prochain, le mercredi 5 septembre, pour parler de Parcoursup et de ses difficultés justement. Et il y a beaucoup de gens d'ailleurs qui se retrouvent encore sur le carreau, on peut le dire, et qui n'ont pas été affectés à une fac, donc c'est très compliqué. On va revenir sur les difficultés de Parcoursup. Et je pense que peut-être on sera aussi amené à reparler, vous allez peut-être en entendre parler, de la loi Marlène Schiappa, parce qu'apparemment il y a pas mal de comités qui s'organisent, d'associations pour boycotter la rentrée scolaire par rapport au nouveau nouvel enseignement concernant l'éducation sexuelle au sein de la maternelle, enfin jusque ça démarre de la maternelle. Une vraie psychose au sein de la population française. On a le temps d'en parler un petit peu. Ah oui, alors profitons-en. Salima peut-être que pourra nous corriger d'ailleurs si elle en sait un peu plus que nous. Alors en fait juste une petite remarque. Je sais que déjà les syndicats sont on va dire au taquet par rapport à toutes les réformes de Blanquer. Il y a pas mal de changements au niveau de certains programmes et puis bon il y a pas mal de choses qu'on conteste, notamment la façon dont les nouveaux chefs d'établissement sont formés. On a de plus en plus de soucis relationnels entre les chefs d'établissement et le personnel enseignant, et on a énormément également de démissions dues aux pratiques managériales de certains chefs d'établissement, et ça il y a très peu de personnes qui le savent. Énormément de démissions en raison des problèmes relationnels, avec la hiérarchie. Et sur la loi Schiappa, non, vous avez suivi un peu?
Alors je te cache pas, Christophe, que pendant les vacances j'essaie de couper avec l'école, donc j'ai vraiment pas suivi. C'est un peu le blackout total. Voilà, c'est de loin, mais ça va arriver tellement vite que. Là, Anna, une explication. Là, si tu veux, on a deux éléments de choc en fait pour la population française qui sont en train d'être croisés. Et puis du coup, on a pas mal de fake news et ça part un petit peu dans tous les sens. Donc il y a comme pour tous les sujets. D'abord, la première affaire entre guillemets, c'est le consentement sexuel, consentement sexuel à partir, en dessous de 15 ans. C'était l'histoire d'une majorité sexuelle à partir de quel âge d'ailleurs. 15 ans, non, voilà, 15 ans, voilà. Ouais, 15 ans. Donc, 15 ans. Donc là, on a toutes les associations effectivement qui sont montées au créneau pour dire que non, le viol n'est pas un délit, mais qui doit être qualifié en tant que crime. Donc en fait, on passe sur une autre manière de condamner les personnes. Et là, ce qui occupe les réseaux sociaux notamment et les différentes associations, et je pense les parents d'élèves à la rentrée, c'est qu'effectivement en 2003, on avait une loi ou en tout cas un décret qui permettait à l'éducation nationale de donner des cours sur la sexualité. Et Marlène Schiappa annonce là il y a quelques semaines, et elle prend d'ailleurs la parole entre 18h et 19h sur un Facebook live pour redonner des explications bien claires, a renvoyé en fait un courrier à tous les recteurs d'établissements pour leur signifier que l'éducation nationale, en tout cas que eux, corps professoral, doivent mettre en place 3 ateliers de sexualité. C'est ce qui est annoncé sur les réseaux sociaux. Dès la maternelle. Dès la maternelle à partir de 4 ans. Voilà. Ouais, donc c'est ce qui choque un petit peu. Ce qui choque un sacré branle-bas de combat. Moi, dans mon entourage, j'ai même des personnes aussi qui enlèvent leurs enfants des écoles et qui les scolarisent à la maison par correspondance. Ouais. Alors il y a quelques parents effectivement qui peuvent faire. Ça peut dérouter quand même, Anna Salima, amie auditrice auditeur, de faire des cours de sexualité à des enfants de 4 ans pour arrêter le délire, quoi. C'est pas vraiment des cours de sexualité d'après ce qu'elle a expliqué, mais là elle va le réexpliquer parce qu'il y a énormément d'informations qui ça part dans tous les sens. En toute sincérité, ça part dans tous les sens. Est-ce qu'on peut faire le parallèle avec la théorie du genre? Elle, ce qu'elle souhaite mettre en avant en fait, c'est les notions de consentement. Ouais. Voilà, donc ça va être fait en primaire et à partir de la maternelle. Enfin, je vois absolument pas ce qu'elle va expliquer à des enfants. Moi, ce qui me questionne, qui va s'en charger et comment, la méthode et je me dis, est-ce que c'est encore le travail de l'école de faire ce genre de choses, sachant que les professeurs est-ce que c'est au prof de parler de sexualité aussi. Voilà. Moi, je suis un peu dépassée. Ce qui me questionne, c'est que j'ai eu des enfants qui ont été à l'école, j'ai des neveux, etc. Pour moi, il est hors de question de laisser un professeur parler de sexualité à mon enfant. Si je le fais moi-même, selon mes valeurs, selon ce que je veux éduquer à mon enfant. Aujourd'hui, quel est l'intérêt d'expliquer à un enfant, parce qu'on a une vidéo qui date de quelques années, je pense, qui a été reprise, où on a une intervenante, même pas d'éducation nationale, mais du planning familial, qui explique à des enfants comment on fait des enfants. Donc forcément à 3-4 ans, même 6-7 ans. Comment on fait des enfants d'ailleurs? Il y a certains qui savaient absolument pas, certains c'est assez choquant ça peut être brutal, dans la bouche d'un enfant qui parle de sperme. Enfin il faut avoir des mots, quoi. Moi, ce que je me dis aussi, c'est que ça va clasher avec tous les principes religieux avec lesquels les parents musulmans élèvent leurs enfants. Moi, j'ai un exemple tout bête avec ma fille. Elle va avoir 8 ans mercredi, Inch'Allah. Bon anniversaire par avance. Merci, c'est gentil. Et donc là, elle passe en CE2 et je sais que l'an dernier en CE1, donc elle est venue me voir et puis elle me dit, donc elle m'a posé la question. Alors sur le coup, j'étais un petit peu prise au dépourvu et puis elle me dit, mais maman, mais la maîtresse nous a dit que les mariages entre hommes et femmes, c'était tout à fait possible, que 2 hommes et 2 femmes peuvent se marier. Et alors moi, j'ai essayé de contourner la chose. Honnêtement, sur le coup, on est un peu prise au dépourvu parce qu'on n'a pas forcément la réponse, la bonne phrase, le bon mot. Et je lui ai simplement dit, écoute, voilà, nous en islam, Dieu a créé l'homme et la femme, il a créé des couples au niveau, des plantes, des animaux, c'est un homme et une femme. Et j'ai essayé de me dépatouiller comme ça parce que je m'attendais pas à cette question. On n'est jamais assez préparé. Toutes les différentes théories du genre, elles vont être aussi enseignées à nos
nos enfants, qu'un homme peut être marié avec un homme, qu'un homme n'est pas forcément un homme, il peut être aussi une femme. Ça va très loin. Bah, c'est génial. On est en train de formater. Vive le progrès, quoi. On est en train de formater en fait nos enfants à la société actuelle aujourd'hui. Si on y rajoute les dégâts que peuvent faire aussi les réseaux sociaux, avec maintenant, faut être clair. Hein. Aujourd'hui, avec un simple téléphone portable, tu peux avoir accès à tous les films X de la planète. Hein. Après, c'est à nous enfants de mettre en place, le contrôle parental. Il y a quand même. Et sans transition d'ailleurs, ce qui nous laisse l'occasion, Salima, on t'es bien avec nous, hein, j'ai l'impression. Ouais, on est bien là avec Salima. L'occasion de parler de cette affaire terrible qui nous emmène au Maroc à propos de cette jeune fille de 17 ans, Khadija, qui a été séquestrée, violée, puis tatouée pendant plus d'1 mois par une dizaine d'hommes. Cette jeune fille aujourd'hui parle. Elle a un courage terrible. Elle est très abîmée d'ailleurs, tatouée de partout, Anan. Khadija. Donc là, ça monte quand même en épingle cette affaire. Et il y a une pétition qui a été envoyée au roi Mohammed VI concernant cette affaire. C'est pas la première dérive concernant les comportements des hommes au Maroc. Mais on peut, sans parler du Maroc, parler de tous les hommes en général sur cette terre. Je crois qu'il y a un sérieux problème vis-à-vis de la femme, qui est considérée comme, pour beaucoup, hein, soyons sérieux, 2 minutes, comme un objet, hein, dans des mentalités aujourd'hui. Et c'est pas d'ailleurs anodin que le fait d'avoir sur les réseaux sociaux, mais aussi sur leur téléphone, des films X, à croire que la sexualité, eh bien ça se passe comme dans les films X, alors que c'est évidemment pas le cas. Donc il y a un gros travail aussi à faire. Et cette affaire, vraiment, c'est scandaleux. 17 ans, une jeune fille qui a été abîmée et qui en gardera des conséquences à vie, bien sûr, puisqu'elle est passée d'homme en homme. Concernant le Maroc, voilà, pour reprendre cette affaire, en fait, c'est effectivement une jeune fille qui a été séquestrée pendant 2 mois par une bande locale qui l'ont violée à tour de rôle, qui ont complètement tatoué son corps. Donc il se trouve qu'elle se retrouve avec le corps complètement tatoué, avec différentes. Enfin, je sais même pas ce qu'il y a écrit en réalité. Et surtout pendant ces 2 mois, elle a été victime d'abus sexuels contre échange d'argent, donc c'est-à-dire que ces personnes-là l'ont prostituée. Voilà. Aujourd'hui, de ce qu'on en sait, il y a eu une véritable levée de bouclier au Maroc. Donc c'est une affaire qui a extrêmement choqué les Marocains, jusqu'au point où on en entend parler aujourd'hui. Hein, c'est relayé par différents médias, Le Figaro, etc. Ça nous permet de revenir effectivement sur un point. Il faut savoir que depuis 2014, un violeur, en fait, si vous voulez, avant 2014, un homme qui violait une femme pouvait éviter la prison en l'épousant. Aujourd'hui, depuis 2014, c'est totalement heureusement. C'est totalement fini. Il y a une nouvelle loi qui est passée, mais au-delà de ça, c'est pas une affaire. C'est une affaire aujourd'hui qui prend énormément d'ampleur parce qu'elle est extrêmement choquante de par les tatouages, etc. Mais régulièrement, on a des jeunes femmes au Maroc qui sont violées. Ouais. On a eu notamment il y a quelques années une jeune fille pareil qui s'était fait violer. Ses agresseurs l'ont menacée de diffuser la vidéo. Elle s'est immolée, elle s'est immolée, donc elle en est morte. Ouais. Voilà, donc ça peut aller assez loin. Donc voir. Apparemment là, il y a un procès. Il y a déjà 3 personnes apparemment qui ont été arrêtées. J'ai vu 9. Il y a 9 oui. Ah d'accord, ce matin il y en avait 3. Bon, très bien. En tout cas, il y en a eu quelques-uns arrêtés, oui. Donc effectivement, il va y avoir un procès. On va voir ce que ça va donner. Justice pour Khadija, c'est un peu le hashtag qui circule un peu partout d'ailleurs. Vous me l'apprenez parce que j'étais pas du tout au courant de ce qui s'était passé. C'est vrai que j'ai pas lu la presse ce matin et c'est très inquiétant. J'espère que le fait qu'il y ait un procès, ça aura valeur d'exemple entre guillemets, parce que je trouve ça absolument dramatique que ce type de choses se produisent encore aujourd'hui en 2018. Ça fait peur. Quel que soit l'endroit d'ailleurs dans le monde, hein. Il y a un pays où il y a énormément de viols qui sont d'histoires de viols relayées, c'est l'Inde. Ouais. Mais effectivement, au Maroc, on en parle quand même beaucoup. Alors, je sais pas si c'est la même chose en Algérie ou en Tunisie, mais au Maroc, il y a eu plusieurs grosses histoires, effectivement. Alors, on se souvient de cette fille dans le bus, là, qui avait été agressée sexuellement devant tout le monde. Ça avait fait le buzz, ça aussi.
Hein. Mais même ici en France, on a eu une femme qui a été agressée dans une rame de train. Ah oui. Alors il y a une petite histoire d'ailleurs qui prête à sourire même parce que tellement la femme a été, j'allais dire, exemplaire, puisque donc imaginez un petit peu la scène, elle est dans le RERB que tout le monde connaît, en tout cas les Parisiens, et cette femme en se levant, en descendant donc à la station Gare du Nord, se fait plaquer une main aux fesses, hein, pour parler simple, par un homme, et cette femme s'est retournée, et l'a regardé droit dans les yeux, lui a mis un gros pain et l'a aspergé d'acrymo moutarde. Et la rame a applaudi, toute la rame a applaudi, et l'homme, évidemment, après avoir été aspergé, demandait, réclamait de l'eau, et personne ne lui en a donné en lui disant c'est bien fait pour toi, et va au diable. Voilà, c'est ce qu'on lui a dit. Elle a été courageuse. Ça me rappelle également ce qui s'est passé lors de justement, j'étais aux Antilles à ce moment-là. Oui. Ces femmes qui se sont manifestées lorsque la France a gagné, donc la Coupe du Monde. Apparemment, il y a eu, voilà, c'est des femmes qui étaient. Alors, je pense qu'il y avait la liesse, etc. Et apparemment, certains hommes en ont profité pour avoir des petites mains baladeuses. C'est ça. Et elles en ont parlé le lendemain. Je crois que cette femme-là n'a pas été la seule. Il y a eu d'autres personnes qui se sont manifestées par la suite. Certains ont profité de ce moment de liesse populaire, pour se lâcher. Faut dire les choses comme elles sont. Hein. Aujourd'hui, ce qu'il faut dire surtout, c'est que la femme, effectivement, elle est vue comme un objet. Donc, ça vient peut-être déjà de l'éducation de la maman et du papa. Il y a trop de tabous aussi dans les familles, faut le dire. Hein. Aussi dans les familles. Il y a trop de tabous, on parle pas de ça. Après, il faut voir aussi la représentation médiatique qu'on a des femmes. La plupart du temps, elles sont quand même dénudées. Voilà, c'est un objet de promotion. Dénudée, hein. Ouais. Et à côté de ça, tu le soulignais à juste titre. Effectivement, on a cette recrudescence des vidéos pornographiques qui fait que aujourd'hui, un jeune adolescent de 11 ans, 12 ans ou un adulte, une représentation sexuelle qui est complètement, qui est pas la bonne. Qui est pas la bonne. Ouais, exactement. Bon. Je pense qu'il y a que les parents qui peuvent faire barrage. Je ne vois pas d'autre solution. Je crois qu'on va avoir une année. L'école. Oui, aussi. Donc ça, pour le coup, ces cours d'éducation sexuelle, de consentement et de non-consentement, si le décret Chapa ou la loi, ou je sais pas ce qu'elle va mettre en place, en tout cas, le fait de vouloir formaliser ces cours d'éducation permettent effectivement aux jeunes garçons de dire non, même quand on est petit, parce qu'en fait ça se passe dès la maternelle, en fait dès 3-4 ans, les petites filles, on leur met des mains aux fesses, elles sont un petit peu bousculées, donc ça démarre très très jeune. Donc si ça permet de faire comprendre aux jeunes garçons que c'est pas normal de poser la main sur une paire de fesses ou sur une poitrine, c'est très bien. Et surtout, ça va permettre aux jeunes filles et aux jeunes femmes en devenir d'être capables de dire non. Voilà, exact. Bon, merci Salima, en tout cas, on a passé un bon petit moment avec toi. En tout cas. C'était génial, merci. Moi aussi, ça m'a fait très plaisir. Nous rappeler. À très vite, ma chère Salima, on reste connecté évidemment. À très bientôt. Salam alaikum. Wa alaikum salam, à très bientôt. Une belle année que l'on va avoir à décortiquer. L'actualité va être chargée. Et l'équipe du LGF va vous accompagner en vous proposant des opinions. Elles sont bien différentes. les auditrices du LGF. Évidemment, c'est les meilleures. Dans un instant, tiens, un petit coup de zapping. On va parler de plein de choses, notamment de la petite Maëlys. Ça fait 1 an qu'elle a été enlevée puis tuée par Nordal Lelandais. Cette affaire évidemment qui est à la une de l'actualité aujourd'hui. Le LGF, il est là, messieurs, dames, ravi de vous retrouver, c'est notre jour de rentrée et on ne pouvait pas mieux commencer qu'avec Hanan Zawani, bien sûr, jusqu'à 18h pour nous accompagner avec vous, chers amis auditrices, auditeurs, 01 40 33 9000. Le LGF encore un peu en mode vacances, on peut le dire cette semaine, une pré-rentrée, on va y aller tranquillement, il y aura notamment cette semaine Fatima Wassak, Nadir Kaya, Enver de Santos, mais aussi Youssef Brakni qui viendra pour une petite visite dans la semaine et évidemment vous, chers amis auditrices, auditeurs au 01 40 33 9000. On a une saison très remplie visiblement avec des élections en Algérie, élections en Tunisie, élections européennes. Ça va être très très chargé cette histoire. On a surtout une rentrée que j'ai hâte de découvrir entre la suite de l'affaire Benalla, Mélenchon qui est déjà monté au créneau. Hamon qui lui a qui pareil. On a hâte. Et puis surtout Vauquiez. Vauquiez, oui, absolument, hier. Oui, trop d'immigration. Oui, trop d'immigration. Oui. Les Français sont envahis par les étrangers. Oui. Au secours. Au secours, absolument. Il faut lancer Enfin, on rigole, mais ça reste quand même le parti des Républicains. Il est encore... je trouve qu'il a
Il a une ligne qui est encore beaucoup plus dure que Sarkozy. Là, il se rapproche très clairement de la ligne du Front National. Qui s'appelle plus le Front National d'ailleurs. Oui, le Rassemblement National. Le RN. Le Rassemblement National. Oui. Voilà. Oui. Changeons le nom et ne changeons pas les équipes surtout. Ah, absolument. Voilà. On change le nom, on change pas les idées. C'est parti pour le zapping. Allez, c'est parti sur France Maghreb 2 dans ce LGF. Si on prend 100 millions d'Africains d'un remplacement de population. Bon, voilà. Parce que les mots Bamboula, d'accord, c'est maintenant, moi, très franchement, je vois un barbu en djellaba. La réimmigration, c'est le départ des immigrés. Réellement le déradicaliser, est-ce que c'est possible? Une bonne dose de cheval. Mais je me sens très bien. Si la connerie se mesurait, il servirait de maître étalon. Le zapping, c'est les moments qu'il ne fallait pas rater à la télé, mais aussi à la radio. On essaie de se faire l'écho un petit peu de tout ce qui se dit, tout ce qui se passe. Et avec la multiplication des émissions d'ailleurs de débat, on est servi pour le coup. Et on va parler de cette petite fille qui est à la une de l'actualité, puisque la petite Maëlys, lors d'un mariage, a été enlevée par Nordal Lelandais il y a un an, jour pour jour. C'était le 27 août dernier, 2017 donc. Et aujourd'hui, bien entendu, la famille, les proches veulent que Nordal Lelandais explique, révèle la vérité, ce qui s'est toujours refusé à faire pour l'instant. Il parle lui d'un accident. Retour donc sur cette affaire qui est à la une de l'actualité de la petite Maëlys. La disparition de Maëlys, ici, c'est aussi un drame, une douleur partagée par tous et beaucoup, veulent venir cet après-midi pour cette marche blanche. Et c'est vrai qu'ici, à Pont-de-Beauvoisin, le souvenir de Maëlys est partout. Ce sont des pancartes qui réclament justice pour la fillette ou encore des photos, des fleurs que des anonymes viennent déposer. Ce matin encore, on a vu une proche très émue venir déposer 2 fleurs en hommage à Maëlys, ici même, à la salle des fêtes, là où elle a disparu il y a un an. Alors, à côté de ça, c'est aussi toujours ce sentiment d'incompréhension qui domine chez ses habitants. Pourquoi dans une ville aussi tranquille? Je vous propose d'écouter la réaction de 2 de ses habitants au micro de BFM TV. Non, après, on y pense toujours, on en parle toujours, on se demande comment ça a pu arriver, aussi près de chez nous. Moi, j'ai un enfant et maintenant, je fais trop attention, quoi. Je me dis, ça pourrait m'arriver à moi aussi et c'est tellement triste. Ça nous a tous touchés. Donc, je pense que pour lui rendre hommage et à faire montrer à ses parents qu'on est toujours là et qu'on pense toujours à elle. C'est une petite fille, hein. Moi, je compatis avec ça et on est obligé de refaire. Ça peut pas se reproduire, c'est pas possible. Et Clémence, le parcours de la marche blanche est symbolique et le nom de Maëlys sera également inscrit sur la route. Voilà, cette affaire Maëlys donc à la une de l'actualité, forcément parce que ça fait un an, jour pour jour, qu'elle avait été enlevée par Nordal Lelandais, qui l'a évidemment tuée. Donc à la suite de ce mariage, il a reconnu d'ailleurs les faits qu'en février dernier. Voilà, donc pour la famille évidemment, grosse pensée, c'est très compliqué, très dur. Manifestation cet après-midi, marche donc dans la ville où a été enlevée donc la petite Maëlys. Bon courage à la famille, oui. Absolument. Alors pas sûr que ce soit une bonne pub. On va parler d'un site, un site discount qui a été mis à l'honneur hier dans l'émission Capital sur M6, qui d'ailleurs, soit dit en passant, sera animé bientôt par Julien Courbet. C'est lui qui va, animer donc cette émission sur M6 dès la rentrée. On va parler donc d'un site internet qui propose des fournitures scolaires à bas prix, diffusé hier soir donc dans Capital. Voici que le patron parle de dégager un employé qui a fait une petite bêtise. Voici comment ça s'est passé, filmé par les caméras de Capital. Je comprends pas. Non, je comprends, vous me dites. Et Arnaud ne va pas laisser passer cet incident. Car cette enveloppe contient tous les stylos et les petits accessoires. Le risque, c'est d'oublier de la glisser dans le colis. Il y en a un qui n'a pas compris, il a été formé, celui qui est en rouge là-bas. Ouais. Lui, il faut le dégager. Il avait sa pochette à l'extérieur. Pour Arnaud, une commande incomplète, c'est un coup à perdre le client à tout jamais. La mère de famille ou le parent qui achète, ou le papa, il veut gagner du temps. Et il va gagner du temps en faisant son achat. Par contre, s'il y a une erreur dans la commande et qu'il doit faire un litige derrière, il va perdre du temps et là on va perdre le client parce qu'il y aura une mauvaise expérience client. Nous, derrière nous, il n'y a pas de financier. On est des indépendants. Si je fais faillite, je perds ma maison, je perds ma voiture, je perds tout. En tout cas, cette scène a fait le buzz sur les réseaux sociaux depuis hier soir. Donc, ce patron de Rentrée Discount, un site donc qui propose des fournitures scolaires sur Internet,
parle de dégager donc cet employé qui a fait une petite bêtise visiblement par rapport à l'acheminement donc la relation client et la satisfaction client, effectivement, elle est importante. Après, il faut aussi se poser la question, et peut-être que le reportage en a parlé, de la cadence qui est imposée effectivement aux salariés. L'objectif, c'est d'envoyer le maximum de colis par jour. Voilà. Oui, donc ils sont sur une cadence qui est infernale. Donc ça, effectivement, au niveau ils interdisent même de parler entre employés. Voilà, au niveau de l'inspection du travail, il y a quand même un gros travail à faire. Aujourd'hui, on a des plateformes, que ce soit Amazon pour ne pas la citer, ou d'autres, où effectivement il y a énormément de litiges avec différents employés qui n'en peuvent plus, qui craquent en fait. Il y a des burn-out qui sont beaucoup reconnus chez les cadres, mais chez les employés, c'est exactement pareil. Alors, dans l'actualité, dans le zapping aussi aujourd'hui, on va parler de ces annonces. Cette annonce qui a été faite par Édouard Philippe à propos du budget, qui fait beaucoup réagir d'ailleurs depuis hier. Donc, Édouard Philippe qui a fait des annonces, c'est pas du tout de bonnes nouvelles pour certaines catégories de la population française. Pouvoir d'achat pour les retraités et les familles, mais la fin des cotisations salariales sur les heures supplémentaires. Édouard Philippe annonce les mesures budgétaires pour 2019. Nous assumons une politique de transformation et de maîtrise des dépenses. Alors, qui va y perdre? D'abord, les retraités. Leur pension n'augmentera plus que de 0,3% en 2019 et 2020. Elle ne sera plus indexée sur le coût de la vie, l'inflation. Or, l'inflation s'envole, elle devrait atteindre 1,7% cette année. C'est totalement anormal. Notre pouvoir d'achat baisse. On nous a déjà pris la CSG, j'ai perdu déjà 50 € par mois. Donc ça, en plus, c'est assez insupportable. Ça me choque un peu, mais qu'est-ce qu'on va faire? Encore une manif? Ça sert à rien, les manifs. C'est fini. Voilà, résigné ce monsieur en tout cas par rapport à cette annonce de Édouard Philippe. Quelques prestations sociales aussi qui risquent aussi de ne pas augmenter comme prévu. Là, ça touche comme toujours les plus faibles. Donc ce qui va être remis en cause, c'est les APL, les allocations familiales, les pensions de retraite. Donc on va pas encore refaire l'histoire des 1 an d'En Marche, mais on est de plus en plus éloigné des préoccupations des personnes les plus faibles financièrement. En tout cas, vous pouvez nous appeler, bien entendu, pour réagir à cette annonce du budget d'Édouard Philippe hier au 01 40 33 9000. Il y a aussi la suppression de postes. Il a pour objectif ça c'était annoncé. 50 000 suppressions de postes sur le quinquennat dans différents services. Pas sûr qu'il y arrive, parce qu'ils vont supprimer pas grand-chose là cette année visiblement. Enfin, pas grand-chose. Tout est relatif, mais voilà, ça va être dur d'atteindre des 50 000 comme ils l'avaient prévu. C'est aussi donc les retraités qui en pâtissent, encore une fois, et effectivement les plus pauvres, à l'exception de l'allocation adulte handicapé qui elle va être augmentée. Voilà, 01 40 33 9000 aussi pour nous donner votre vision des choses. Quoi qu'il en soit, ça a été un bon sujet. Cette interview est tombée à point nommé, j'ai envie de dire, pour l'opposition, puisque vous savez qu'elle a fait sa rentrée. Et donc ces annonces du locataire de Matignon ont suscité de vives réactions, notamment depuis hier matin, à l'instar de la gauche des Insoumis de Jean-Luc Mélenchon, qui parle d'une saignée de l'État et des services publics. Écoutez Jean-Luc Mélenchon. La politique du gouvernement, il faut bien comprendre, c'est copier-coller les décisions de la Commission européenne. Donc ce que va faire Emmanuel Macron, il est absolument illuminé par l'idée que le secteur privé va remplacer le public et que le public est de trop en quelque sorte. Et vous allez voir, ça va être une véritable saignée de l'État et de tous les services publics. Jean-Luc Mélenchon qui a fait sa rentrée à Marseille ce week-end et qui est revenu, comme tu disais d'ailleurs tout à l'heure, Hanan, sur l'affaire Benalla, en disant que En Marche et Emmanuel Macron était un menteur, un hypocrite, un faux cul. Je referme la parenthèse, sont donc des pros. Il appelle surtout les électeurs à se servir des mobiliser, pour faire un référendum anti-Macron. Voilà, pour faire un référendum anti-Macron. Tu m'as retiré les mots de la bouche, mon cher Christophe. Ah bon. 01 40 33 9000. Justement, puisqu'on parle d'Emmanuel Macron, c'était ce matin la conférence des ambassadeurs qui et s'est terminée en fin de matinée à l'Elysée ce matin. Le président s'est adressé aux représentants de la France à l'étranger. L'occasion aussi pour Emmanuel Macron de dresser un état des lieux géopolitique
Plusieurs dossiers ont déjà été passés en revue, donc comme la Libye, l'Europe ou encore la Syrie. À ce propos, le chef de l'État n'est d'ailleurs pas allé avec le dos de la cuillère, puisque le maintien de Bachar el-Assad au pouvoir à Damas serait, je cite, une erreur funeste, a-t-il notamment affirmé ce matin. Emmanuel Macron. Nous voyons bien ceux qui voudraient, une fois la guerre contre Daesh achevée, faciliter ce que d'aucuns appellent un retour à la normale. Bachar el-Assad resterait au pouvoir, les réfugiés de Jordanie, du Liban, de Turquie retourneraient chez eux, et l'Europe et quelques autres reconstruiraient. Si je considère depuis le premier jour que notre premier ennemi est Daesh, et que je n'ai jamais fait de la destitution de Bachar el-Assad une condition préalable à notre action diplomatique ou humanitaire, je pense qu'un tel scénario serait néanmoins une erreur funeste. Qui a provoqué ces millions de réfugiés? Qui a massacré son propre peuple? Il n'appartient pas à la France de désigner les futurs dirigeants de la Syrie, pas plus qu'à un autre pays. Mais c'est notre devoir et notre intérêt de nous assurer que le peuple syrien sera bien en situation de le faire. Emmanuel Macron, donc ce matin. Donc en gros, il est en train de nous annoncer une ingérence dans les affaires de la Syrie. C'est ce qu'il est en train de nous annoncer, plus ou moins, que ça va être contrôlé. Oui, en quelque sorte, oui, c'est ça. C'est ce qu'il annonce. En tout cas, voilà, vous pouvez nous appeler là aussi pour réagir. C'était ce matin, hein, donc au palais de l'Élysée pour cette conférence des ambassadeurs, des représentants des Français à l'étranger. Je suis quand même assez étonnée de cette annonce. Ce qui serait préférable de mettre en avant, c'est effectivement la reconstruction de ce pays qui a été détruit. Donc après, on peut décider de refaire l'histoire ou pas, de dire que Bachar el-Assad est totalement fautif ou pas. Il est fautif, ça c'est sûr. Mais derrière, on a encore des milliers, voire des millions de Syriens qui sont toujours pas rentrés chez eux, et le pays est totalement détruit. Donc ça, par contre, moi, j'en entends pas parler au niveau de la presse. Qu'est-ce qui va devenir de ce pays? Comment vont être reconstruites toutes ces infrastructures? Comment ces Syriens exilés vont pouvoir rentrer chez eux? Est-ce qu'on a une feuille de route? C'est ça. Et tout ça, c'est à suivre, évidemment. Alors, vos appels au 01 40 33 9000. Ça, on est terminé pour le zapping, des moments qu'il ne fallait pas rater à la télé, à la radio, mais aussi dans les palais, comme ce matin à l'Élysée. Donc, avec Rafik qui nous appelle, je crois, d'Orléans, 102.6 la fréquence pour nous écouter à Orléans. Bonsoir, Rafik. Bonsoir, monsieur Christophe. Comment tu vas? Ça va très bien, Rafik. Merci de nous appeler. Alors, d'abord, première question. Bonjour. Vous avez passé de bonnes vacances? Moi ça va, ouais, super, impeccable, nickel, bien bronzé, donc ça va. Vous étiez où, Rafik? Vous êtes parti où? Moi j'étais parti à Oujda, Saïdia, je sais pas si tu connais un petit peu. Ah bah oui, quand même, ouais, au Maroc. La côte marocaine, pas très loin d'Algérie. Bon, ça s'est bien passé, le Maroc va bien? Impeccable, super, merci. Bon, alors Rafik, qu'est-ce qui t'amène? Moi je voulais réagir par rapport à, justement aux réformes que le président Macron a entamé depuis qu'il est là. Oui. Ouais. Je veux dire, il y a un moment donné, les Français, il faut qu'ils arrêtent de pleurer. Ils ont voté pour lui. On a le président qu'on mérite. Alors, j'ai juste envie de préciser, Rafik, qu'en réalité, il a été élu par 20% des électeurs. Oui, mais ce sont 20% qui se sont déplacés. Enfin, les autres avaient qu'à se déplacer, j'ai envie de dire. J'ai dit une bonne partie de Français. Enfin, après, effectivement, nous... Enfin, c'est vrai que aujourd'hui, tout le monde n'a pas voté pour lui. Aujourd'hui, c'est pas un président qui a été élu par la majorité des Français. Il a été élu par la majorité des électeurs. Il arrive au premier tour avec 20% d'électeurs réels, voilà, qui ont appuyé son programme. Au second tour, il a quand même fait face à Marine Le Pen. Donc, je me souviens plus exactement des résultats. C'était du 70-80. Non, même pas. Non, 60. C'était 60%. Ouais, 63, il me semble. Voilà. Donc aujourd'hui, non, on râle pas. Aujourd'hui, Mais il n'y a aucun président qui a été élu par la majorité des Français, hein, étant donné que l'abstention est de plus en plus importante, qu'elle a toujours été présente. Je vous laisse finir, Rafik. Excusez-moi. Si, tu as totalement raison, parce que en plus c'est tout un stratège avec Marine Le Pen, etc. C'est un jeu très limite perverse, effectivement. Heureusement qu'il n'a pas été élu par la totalité des Français, c'est encore heureux. Mais il est quand même là. Je veux dire, il y a un moment donné. C'est ça, un président beau, la quarantaine, aux yeux bleus. Je veux dire, à un moment donné, les gens, il faut qu'ils regardent aussi le fond.
la personne, c'est pas juste. Le fond, il parlait d'un nouveau monde. Donc forcément, un jeune président beau, moi je le trouve pas très beau, mais bon, paraît-il qu'il est beau. Forcément, ça donne envie de voter pour lui. Mais là, depuis plusieurs mois qu'il est à la tête de l'État, derrière ce qu'on retient surtout, et puis on le voit que ce soit au niveau de la presse ou même quand on parle entre nous, entre citoyens. Je me pose vraiment des questions, savoir à quel pourcentage il va arriver aux européennes, oui. Donc pourquoi c'est pas quelqu'un qui est du tout apprécié d'un point de vue sondage, cote de popularité, ça baisse énormément. Il est à son taux le plus bas. Ouais. Voilà, les gens ne lui font pas confiance et surtout ils trouvent que c'est un président en fait qui prend pas de bonnes décisions pour la France et qui favorise une certaine population. Mais un truc, moi pour moi, je veux dire, c'est fini, c'est terminé. Il faut arrêter d'attendre quelque chose des politiques. Ça. Faut passer à autre chose parce que ils sont là, ils sont super pessimistes. Nous, on est là, on attend des solutions. Il faut passer à autre chose. Je sais pas, il faut se mettre à son compte. Enfin, je dis ce qui me sort de la bouche, mais il y a un moment donné, il faut passer à autre chose. On est dans un espèce de. Il faut arrêter d'en parler puis les laisser faire. Il faut surtout arrêter d'attendre. Hein. Tu veux faire quoi maintenant? Ils sont au pouvoir, ils sont dans dans leur bulle de confort et ils votent des lois qui les protègent. Et ils sont dans les finances, ils ont les gros industriels derrière. Je pense que la seule solution en tant qu'individu, c'est de ne pas. C'est la révolution. Je sais pas, mais au moins, tu vois, ne pas tomber dans cette consommation. Déjà, je pense vivre simplement, tu vois, vivre simplement, être sage, et puis ne pas toujours consommer. C'est quand même difficile de se dire on se replie sur soi. J'entends ce que vous dites, Rafik, c'est de se dire on s'occupe de nos enfants, on les éduque, on crée nos entreprises, on crée du pouvoir économique. Mais je veux dire derrière il y a des choses qui sont tellement aberrantes. Ne serait-ce que là pour la rentrée, quand on apprend que nos enfants, on va leur apprendre des cours d'éducation sexuelle, on va leur normaliser le fait que un couple c'est pas forcément un homme et une femme. On parle quand même d'enjeux de société qui sont importants. Donc aujourd'hui on est dans une simple résistance et de toute manière quoi qu'il fasse, parce que pour revenir sur cette loi Chapa aussi, on a souvent tendance à dire écoutez, les citoyens dorment, ne réagissent pas, mais si, les citoyens réagissent, envoient des lettres, font des pétitions, sont dans la rue, et puis surtout les professionnels réagissent, les associations. On a même des présidents de tribunaux qui disent non, ça suffit, il faut arrêter, on n'est pas dans la bonne voie. Mais derrière, ce qui se passe, c'est que de toute manière, comme ils ont une majorité à l'Assemblée nationale, on n'est pas du tout, on n'est pas du tout écouté. Aujourd'hui, ils ont une ligne, ils ont un plan de route qui déroule, et quoi qu'il se passe, je veux dire qu'on ait 50 000 manifestants ou 200 000, de toute manière, ils sont déterminés à avancer le plus rapidement possible, parce que dans 4 ans, de toute manière, il repassera pas. Oui, ça c'est. Il repassera pas, Christophe, avec. Je sais pas, moi, j'en sais rien. C'est 4 ans, il peut se passer beaucoup de choses. Hein. Ouais. Comme on avait dit que Trump n'arriverait jamais à la présidence des États-Unis, il est arrivé. Il est même pas d'ailleurs exclu qu'il soit réélu. Enfin voilà, tout peut changer. Il peut se passer énormément de choses. Voilà. Bon, je ferai pas de spéculation dans ce sens-là. Quoi qu'il en soit, je suis un peu d'accord avec toi, Rafik. C'est qu'on est un peu responsable, je veux dire. Si on avait été voté en masse, on n'aurait peut-être pas eu ce casting Macron-Le Pen au deuxième tour. Voilà, donc à un moment, il faut que les Français s'en prennent à eux-mêmes. À force toujours de gueuler, il faut commencer déjà par se déplacer, d'aller voter. Ça, c'est la première des choses. Après, on peut effectivement gueuler, effectivement râler. Aujourd'hui, c'est tout le système contester. démocratique en réalité qui a à remettre en question. Si les Français se déplacent pas, pour certains d'entre eux, pour une majorité, je dirais pas, mais en tout cas pour une grande partie d'entre eux, c'est qu'ils ont une totale c'est qu'ils sont en totale défiance avec les pouvoirs politiques, parce qu'effectivement on fait appel à eux pour les municipales et pour les élections présidentielles, et qu'au bout du compte ils se déplacent, mais il y a absolument rien qui change, et surtout quand ils sont pas contents, on les écoute pas. Ouais. Merci Rafik en tout cas, et bon retour. Oui, je t'en prie. Je voudrais quand même finir d'autres petites choses. Ouais. Déjà, je te rejoins pour le fait que effectivement on a notre part de responsabilité sur le fait qu'on n'a pas été, certaine partie de la population qui n'a pas été votée. Autre chose concernant le vote, parce que moi je pense quand même qu'on est dans une démocratie un peu démaquillée, parce que demain si tu veux être président, Christophe, parce que je suis toi,
il te faut 500 signatures. Normalement, non, normalement c'est pas ça. Je veux dire, tu es citoyen. Pourquoi ne pas faire un truc à base de, je sais pas, tu as 50 000, 100 000, 150 signatures de Français. De Français, de citoyens. Qui peut te permettre d'être candidat. Tu vois, rien que déjà. Oui. En fait, il faut que tu sois dans le délire de la politique, si tu veux, pour déjà passer le barrage. Parce que rien que pour être candidat, je trouve pas ça démocratique. C'est juste une certaine partie. C'est un pouvoir qui est totalement huis clos. Je suis totalement d'accord, oui. Tu vois ce que je veux dire? J'ai pas forcément les mots pour. Non, mais tu expliques très bien, Rafik. Effectivement, aujourd'hui, pour être présidentiable, il faut avoir du pouvoir relationnel auprès des maires, auprès de conseillers. Et alors que à côté de ça, on a certainement des citoyens lambda qui ont des idées parce qu'ils sont formés. Autre chose, je veux dire, je pense ils feront pas avancer les choses. Il n'y a aucun intérêt pour eux. D'empathie, parce que s'ils n'ont pas d'empathie pour les gens, c'est pas possible. Soit ou ils ont. En plus, si tu veux, c'est des personnes pas élues de la classe moyenne ou voire la classe pauvre. Donc à un moment donné, ils savent pas ce que c'est que dormir dans la rue, subir un SDF. Ils savent pas ce que c'est. Donc à partir de là, franchement, faut pas espérer grand chose. Bon, c'était juste pour finir le truc. Moi, j'ai un petit service à te demander, Christophe. Je sais pas si tu veux écouter ou pas. Ouais, vas-y, je t'en prie. Excuse-moi. Avec plaisir. Est-ce que tu peux inviter un jour un Pablo Servine, s'il te plaît? Je répète, le mot Pablo Servine. Servine? Je sais pas si tu connais ou pas. Voilà, Pablo Servine, pour nous parler un peu d'effondrement écologique, démographique. Ok. Alors Servine, ça s'écrit comment, Rafik? Servine, c'est S-E-R-V-I-G-N-E. On va essayer, il a sorti un bouquin, on va essayer de l'inviter. Ok, ça marche super, ça ferait partie des entretiens du LGF qui vont être aussi un nouveau rendez-vous chaque semaine. Merci beaucoup. Salut Rafik, on va tâcher en tout cas et d'essayer d'améliorer en tout cas. C'est notre objectif de saison en saison. 01 40 33 9 évidemment pour venir dans un instant. On va parler du voile. Oui, encore une fois, le voile est à la une de l'actualité. Mon Dieu, mon cœur se serre. Oui, je sais, mais avec ce voile, mais qui a été une bonne nouvelle pour une certaine Fatima qui avait été licenciée. C'est une affaire qui remonte à 10 ans maintenant par la crèche privée Babylou. Sauf que la France vient d'être condamnée pour discrimination par la Cour européenne des droits de l'homme de l'Europe, de l'ONU. Oui. On y revient dans un instant. De l'ONU. Voilà, on va. Européenne des droits de l'homme. Oui, c'est ça. Hanan, tu vas nous expliquer tout. Voilà. Oui, on va essayer. Oui. Grâce aux explications de Monsieur Tarek Mami, merci à lui d'ailleurs. Et on parlera aussi du voile parce qu'il y a une prison à Montbéliard. C'est une mère qui portait le foulard, donc qui a été. Merci d'être avec nous en direct sur votre radio France Maghreb 2, le LGF qui est de retour donc en ce lundi 27 août avec Hanan Zawani. C'est notre pré-rentrée aujourd'hui, oui, notre rentrée après les vacances, bien méritée pour le coup. Et vous nous appelez évidemment 01 40 33 9000 pour nous raconter ces dernières d'ailleurs, pour nous dire où vous êtes partis, nous faire un peu, pour ceux qui sont pas partis, voilà, nous faire un petit peu. Bon, il y en a qui sont pas partis en tout cas et qui n'ont pas eu les moyens, et qui n'ont pas eu la possibilité de partir. Sur d'autres qui sont partis, donc racontez-nous ce que vous avez fait. Et d'ailleurs, on parlait avant les vacances de la flambée des prix concernant les billets d'avion, mais aussi les bateaux, parce que l'Aïd était là. Donc forcément, que ce soit l'Algérie, Tunisie, Maroc, c'était très cher si vous n'avez pas réservé à l'avance, bien sûr, de partir. C'est toujours très cher. Je veux dire, quand tu vois, et puis on a eu des statuts dans ce sens-là. Quand tu vois que pour aller au Maroc, en Algérie, je connais pas les prix, en Tunisie non plus. Un aller-retour, c'est entre 500 et 600 euros, et que pour le même prix, t'as un inclusive total, donc hôtel plus pension complète pour le même prix. À côté, en Espagne, forcément, les gens vont en Espagne. Ils partent même plus au Maroc, quoi. Oui, c'est clair. J'en ai croisé d'ailleurs beaucoup dans leur pays d'origine, j'ai envie de dire. Oui, j'en ai croisé d'ailleurs beaucoup en Espagne qui c'est ont beaucoup trop fait cher. Voilà, en vacances sur la plage, c'était plutôt pas mal d'ailleurs. Ouais, oui. Sympa comme concept. Alors, on va parler de cette affaire qui remonte maintenant il y a 10 ans, puisqu'elle a commencé en 2008. Voilà, c'est la Chambre sociale de l'instance juridique suprême, dans un arrêt de cour d'appel de mars 2013, qui a été très discuté, qui lui avait donné raison, puisqu'en considérant que son licenciement constituait une discrimination en raison des convictions religieuses, Hanan, dans le cadre d'ailleurs d'une crèche privée.
Bien finalement, la Cour de cassation en 2014 casse la décision de la Cour d'appel et confirme le licenciement. En août 2016, eh bien l'affaire a été à l'origine d'une loi sur la neutralité religieuse dans les crèches privées. D'ailleurs, Anan, en tout cas, aujourd'hui, dans cette affaire, pour essayer de comprendre ce qui se passe, c'est que la France vient d'être condamnée pour discrimination envers Fatima. Oui, alors déjà, je tenais à féliciter Fatima ainsi que son conseil, donc ces avocats qui, depuis 2008, se battent et n'ont pas lâché l'affaire, comme on dit. Donc, tu as parfaitement décrit le déroulement. Donc, c'est une restriction, effectivement, qui porte atteinte à la liberté de religion. Ce qu'il en ressort, c'est que cet avis, malgré la bonne nouvelle, il est absolument pas contraignant. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, Baby Lou n'a absolument aucune obligation juridique de réintégrer cette femme-là. Que cette loi, elle est toujours d'actualité, qu'elle est absolument pas remise en question. Maintenant, effectivement, on a les différents conseils qui se félicitent de ces différentes conclusions et ce qu'on peut espérer, c'est que ça relance le débat de toutes parts. Après, de l'autre côté, on a les avocats de Baby Lou qui disent que c'est de toute manière une non-affaire, donc ils délégitiment complètement cette décision de la Cour européenne des droits de l'homme. Et à côté de ça, on a quand même la Cour européenne des droits de l'homme qui demande à la France d'intervenir et en tout cas, de faire savoir que que la France en fait a été condamnée. Donc elle a été condamnée à quoi? Elle a été condamnée tout simplement à verser en fait des indemnités à cette femme-là, tout simplement. Puisque pour ses membres en tout cas, qui concluent donc que l'obligation imposée donc à Fatima Afi, donc c'est comme ça qu'elle s'appelle, de retirer donc son foulard lors de sa présence à la Clèche constitue une restriction portant atteinte à la liberté de religion de la salariée. Donc la France est désormais tenue entre autres à indemniser la plaignante. Le comité souhaite enfin que les autorités françaises lui transmettent dans un délai de 180 jours des renseignements sur les mesures prises. Voilà pour cette affaire. En tout cas, l'avocat de Fatima Afif, interrogé par l'AFP, s'est félicité de ses conclusions. Ils ont refait l'analyse dans cette affaire et rejoint celle qui a été la nôtre depuis le début, a-t-il commenté. Cela pour relancer donc le débat de toutes parts, comme tu viens de dire tout à l'heure. Voilà pour cette affaire. Une nouvelle victoire, j'ai envie de dire, comme quoi il faut ne rien lâcher. Une nouvelle jurisprudence qui va peut-être permettre à d'autres femmes de monter au créneau. Voilà, en tout cas, on l'espère. Aujourd'hui, c'est quand même pas rien parce que l'image de la France à l'international, elle est quand même beaucoup malmenée. Le pays des droits de l'homme, c'est une expression qui est aujourd'hui totalement galvaudée, qui est même moquée à l'étranger. En France, malheureusement, les femmes qui portent le foulard sont de plus en plus stigmatisées. À côté de ça, on a la Cour européenne des droits de l'homme qui a quand même permis d'intégrer en fait dans le règlement intérieur que un signe ostentatoire pouvait ne pas être porté dans telle ou telle entreprise. Donc je sais pas, c'est un petit peu moi j'ai le sentiment que c'est deux décisions qui s'annulent. Alors si on y rajoute aussi par rapport au foulard que récemment il y a dans une prison de Montbéliard, on a interdit une femme, donc une maman, de venir voir son fils parce qu'elle portait le foulard. On lui a demandé en fait de retirer son foulard si elle voulait rentrer dans l'enceinte de la prison. Pour le coup, une nouvelle affaire. Oui. Qui sort aujourd'hui. Donc c'est une énième affaire en réalité. Voilà. Aujourd'hui, si vous voulez, de par les positions de la justice, de par les positions des différents, on va dire. Responsables politiques, ça permet en fait à la société française, ou en tout cas une partie de la société française, de se dire aujourd'hui je fais la loi par moi-même. Il faut savoir que c'est totalement interdit parce que il y avait déjà eu le cas et qu'il est totalement interdit de demander à une femme de retirer son foulard, et que malgré tout c'est quand même fait. Et puis il n'y a pas que ça. Dernièrement, en tout cas avant les vacances, on avait entendu parler, je ne sais pas si tu te souviens Christophe, de cette femme en fait
fait qui devait juste aller chercher un colis X ou Y au sein d'un bureau de tabac où on affiche clairement limite interdit aux femmes voilées. Enfin, ça va quand même très très loin. Donc il y a quand même énormément de travail à faire. La stigmatisation qu'on subit au jour le jour, elle est réelle. Et moi, j'ai pas l'impression que ça va en s'améliorant. Par contre, voilà, je leur dis félicitations à Fatima et à son conseil d'avoir tenu le coup. C'est quand même 10 ans de combat juridique. C'est des frais financiers que j'estime quand même, en tout cas qu'on imagine importants. Donc aussi peut-être à nous de nous dire, quand on se sent stigmatisé, continuons à porter plainte. Et si la justice française ne fait pas son travail, remontons à un plus haut niveau. Mais bon, comme on l'a dit, c'est absolument pas de valeur contraignante. En tout cas, pour être très précis concernant cette affaire de Montbéliard, c'est le directeur de la maison d'arrêt de Montbéliard en plus. Qui, dans une note interne, demande aux gardiens de faire retirer le foulard de femmes qui viendraient en visite dans l'établissement. Écoutez, on peut on peut se dire effectivement qu'une femme qui porte le foulard, peut-être qu'elle porte pas le foulard, peut-être que sous son foulard il y a des choses de cachées. Aujourd'hui, il y a des vigiles ou en tout cas des personnes qui permettent de faire des fouilles, qu'on fasse des fouilles par des femmes, puis qu'on le fasse juste en passant la main sur la tête. Ça posera absolument pas de problème à qui que ce soit si c'est pour des questions sécuritaires. J'ai envie de poser la question suivante. Moi, aujourd'hui, on sait que c'est compliqué, difficile de trouver du travail aujourd'hui. Je peux t'en parler. Quand on porte le foulard, certaines personnes ont fait l'expérience, j'ai envie de dire, d'envoyer des CV avec donc la photo portant le foulard et d'envoyer d'autres CV en portant pas le foulard, et c'est assez le résultat est assez incroyable. Par an, il y a 1% de femmes qui portent le foulard qui sont recrutées. Donc aujourd'hui, clairement, et puis je le vis depuis quelques semaines. Donc j'ai fait un choix personnel de me dire écoute, soit tu portes le foulard et puis tu restes à la maison et tu te débrouilles avec le peu de moyens financiers que tu as, soit effectivement de toute manière t'as pas le choix, t'es une femme célibataire, t'as absolument pas un homme ou en tout cas une famille qui est capable de t'aider financièrement pour offrir à des adolescents un cadre, en tout cas une vie normale, donc c'est-à-dire des sorties au cinéma, des loisirs. Donc moi j'ai fait le choix, c'est assez difficile de me dire écoute, de toute manière t'as pas le choix, donc retire ton foulard. Et ce qu'il faut savoir, c'est que on est énormément de personnes dans notre cas, en tout cas dans mes amis. Elles portent le foulard et quand elles vont au travail, elles le retirent juste avant d'arriver sur leur lieu de travail et le reportent juste après. Mais c'est vraiment une violence psychologique qui est quand même très importante. Et ça, on n'en parle pas de ce qu'on ressent nous. De quelle violence. C'est. Vous pouvez nous appeler d'ailleurs pour nous apporter vos témoignages. C'est difficile. C'est extrêmement difficile. 40 33 9000 pour nous donner un petit peu votre sentiment. Est-ce que vous avez fait le choix de toute façon donc de trouver du travail donc dans le communautaire, parce qu'il faut le dire, il y a effectivement des entreprises communautaires qui emploient des femmes qui portent le foulard. Alors déjà, il y en a qui pas profitent beaucoup, d'ailleurs, Christophe, et on est très mal payé. Très mal payé, des heures voire surexploité. C'est ça. Donc où est-ce que vous avez peut-être fait le choix de postuler sans foulard et de mettre de toute façon le foulard, de l'enlever quand on arrive sur le lieu de travail. Un autre choix qui nous est donné également, et de plus en plus de femmes musulmanes vont vers cette direction-là, c'est l'entrepreneuriat. Voilà, comme ça on est tranquille. On est tranquille, ça reste quand même difficile. Aujourd'hui, je veux dire, moi qui suis spécialisée dans le domaine commercial, j'ai quand même une certaine crainte de me dire, quand je vais aller face à un client pour vendre tel et tel produit, comment est-ce que je vais être perçue ? Aujourd'hui, c'est vraiment le problème, c'est le problème de la perception des femmes musulmanes qui portent le foulard en France qui a travaillé. Oui, est-ce une spécificité française, on peut dire je sais pas si c'est oui, je pense oui. Je pense que c'est une spécificité française. Il faut savoir qu'on est sur la 3e ou 4e génération, que effectivement, je vais pas dire qu'on est de plus en plus de femmes à le porter, mais en tout cas, on est de plus en plus de jeunes femmes à le porter. Avant, c'était le foulard de la maman, ça posait pas de soucis, c'était porté à la blédarde, comme on dit. De toute manière, elles allaient pour faire le ménage, donc ça posait absolument pas
pas de souci. Mais aujourd'hui, quand on est cadre, oui, ça pose un souci. On attend de nous qu'on soit parfaitement coiffé, maquillé. Si on a une jupe, ça passe mieux. Voilà, on est encore dans une instrumentalisation de notre corps qui est juste insupportable. 01 40 33 9000 pour nous donner un petit peu votre expérience en matière de recherche de travail, si toutefois vous avez fait le choix de porter le foulard. Je voulais vous raconter cette histoire incroyable aux États-Unis de cette femme qui est diplômée de l'université Harvard et fondatrice d'un site consacré aux droits humains. Elle devait se rendre à Washington pour faire un discours, mais depuis 2 ans, la jeune femme est systématiquement fouillée, dit-elle, par les agents de sécurité des aéroports. Elle prend donc ses dispositions et arrive toujours plus de 2 heures de son départ avant son vol. Donc, lorsqu'elle prend un avion, c'est ce qu'elle dit et déclare au Muslim Post. C'est une jeune américaine donc qui explique être résignée. Donc, une association qui dénonce des fouilles absolument incroyables et souvent répétées et injustifiées à chaque fois qu'elle cherche à monter donc à bord d'un avion ou rentrer aux États-Unis, sauf que cette fois un agent de l'administration de sécurité de transport a été plus loin, a demandé à ses collègues de les fouiller, de la fouiller de plus près en pointant ses parties intimes, après avoir protesté en indiquant avoir ses règles. Elle a demandé à être fouillée en public pour éviter tout débordement, mais les agents ont refusé et l'ont conduite dans une pièce et ont exigé de la jeune femme qu'elle baisse son pantalon et ses sous-vêtements jusqu'à leur montrer la serviette hygiénique. Voilà. Et alors qu'à la fin de cet examen, elle demandait aux agents leur nom et matricule, ceux-ci refusaient, ont tenu à cacher leur badge. Voilà pour cette affaire incroyable. Donc, cher Anan, cher ami, auditrice, auditeur, jusqu'à la fouiller, jusqu'à ses parties intimes, quoi. Ouais, c'est assez grave. C'est je pense que c'est une fille ou une femme qui est fichée. Qui doit être fichée. C'est une responsable associative depuis 2 ans. Donc forcément, elle doit être dans l'œil du radar. À côté de ça, c'est aberrant. C'est aberrant. Je pense qu'il va y avoir une plainte qui va être déposée. Donc c'est une affaire à suivre. Non, mais vous imaginez la scène quand même. Voilà, c'est sale déjà. C'est humiliant, voilà, c'est dégradant. C'est dégradant, c'est absolument pas justifié. Et aujourd'hui, en fait, elle monte au créneau pour savoir, je pense, est-ce qu'elle a une fiche. Voilà, est-ce que cette femme est fichée? Oui, voilà. Mais qui plus est, qu'elle soit fichée, effectivement, on subit tous des fouilles, mais il y a quand même des choses à respecter quand même, non? La dignité, non? Il suffit je sais pas qui sont ces personnes-là. Est-ce que c'est des ordres de leurs supérieurs hiérarchiques ou pas? On sait pas. Bon, allez, dans un instant, messieurs, dames, pour finir, on va se faire un bon petit libertad de rentrée. Vous allez pouvoir nous appeler, nous raconter un petit peu vos vacances, une totale liberté pour nous dire un petit peu ce que vous voulez, réagir au sujet que l'on a évoqué aujourd'hui dans cette émission. Et aussi parler un peu de l'Algérie, parce qu'il y a une épidémie de choléra en ce moment en Algérie. Et beaucoup d'informations faussées aussi qui ont circulé, à savoir qu'il fallait obtenir un certificat médical, à présenter auprès de l'ambassade française en Algérie. Il n'en est absolument rien, ça a été démenti dans un communiqué de l'ambassade de France. Voilà, en tout cas, cette épidémie de choléra a fait 2 morts jusqu'à présent. Beaucoup dénoncent d'ailleurs un manque de prise au sérieux des autorités algériennes. Et vous avez le ministre de la Santé qui déclare que Bouteflika nous demande tous les jours des nouvelles de cette épidémie. Voilà, donc épidémie de choléra en Algérie. Peut-être en avez-vous entendu parler, vous qui êtes partis justement en Algérie. Vous pouvez nous appeler pour ce faire, 01 40 33 9000. Alors moi personnellement, ce qui m'a effaré dans cette histoire du choléra, en fait, c'est qu'on remet en cause la propreté du peuple algérien, comme si c'était de leur faute. Ah oui. Voilà. Aujourd'hui, alors cette épidémie de choléra, elle était antérieure à l'Aïd. Ouais. On est d'accord. Donc aujourd'hui, ce qui circule dans certains, sur les réseaux sociaux, c'est des images comme quoi, suite à l'Aïd, il y a eu, les déchets de la bête ont mal été collectés et que ce serait dû au fait, que ce serait de la faute des citoyens. Non, aujourd'hui. Je veux dire, une épidémie de choléra, c'est pas rien. Donc, il y a forcément une responsabilité d'un point de vue médical, santé, organisation, structure, infrastructure. Il faut trouver d'où ça vient, mais remettre ça sur le dos du manque de propreté des citoyens algériens. J'ai juste envie de dire, faut quand même pas pousser, quoi.
Je vous rappelle la question du jour, le Quai d'Orsay qui ferme brutalement l'Institut français de l'impose en Cisjordanie. La disparition d'un haut lieu de la culture française ferme sans explication. Est-ce que vous comprenez cette décision de l'État français? Eh bien, sur Facebook, vous êtes 7% à la comprendre, donc 93% à ne pas la comprendre. Sur Facebook, France Maghreb 2. Sur Twitter, LGF officiel, ma chère Anan, ça donne quoi? Sur Twitter, j'ai pas accès, Très malheureusement. Bien. Donc on va aller voir évidemment de plus près dans un instant pour vous donner un petit peu les suites de ce sondage. Vous pouvez en tout cas continuer de voter tous les jours, hein, donc à la question du jour, à une question que l'on vous pose et à laquelle vous répondez bien sûr. Votre avis nous intéresse plus que jamais. Vous avez la parole dans cette émission dans un instant avec un bon petit Libertad de rentrée, de pré-rentrée. 01 40 33 9000. Vous pouvez nous appeler, vous qui êtes peut-être encore en vacances. Il y en a encore beaucoup autour de nous qui sont encore en vacances sur les plages en train de se bronzer là, hein, ma chère Anan. En ce lundi 27 août alors que nous sommes rentrés. Écoute, la rentrée c'est quoi, le 5-8 septembre? Non, le 3. Le 3 septembre. Ah, c'est la semaine prochaine la rentrée scolaire. Ah bon? Ah oui, absolument. Mon fils, je crois, c'est un peu plus tard. Ah oui, ton fils il rentre au collège, au lycée. Au lycée, ouais. C'est pour ça, voilà. 01 40 33 9000 ou 00 33 1 40 33 9000. Si toutefois vous êtes à l'étranger, vous pouvez bien nous écouter et surtout participer avec l'application France Maghreb 2 que vous pouvez télécharger sur l'Apple Store ou Play Store sur votre téléphone portable. Là. 01 40 33 9000, à tout de suite. Jeff, le grand forum la rentrée le 27 août, nous sommes avec Anan Zamoni pour ces quelques dernières minutes qui nous restent. C'est déjà fini, ça passe très vite quand on est bien accompagné avec vous, chers amis auditrices, auditeurs, vous qui êtes de plus en plus d'ailleurs à écouter le grand forum. J'ai même croisé des gens en Espagne qui écoutaient le grand forum, c'est incroyable. Bon, même partout où tu vas, mais écoute là, en rentrant au studio, on s'est arrêté dans la rue. Ouais, c'est fou quand même. Bon. Bah écoute. Je vais pas dire que t'es une star parce que t'aimes pas ça. Voilà. Non, il n'y a pas de star. T'es connu et reconnu dans ton domaine. Les auditrices, auditeurs, les stars. 01 40 33 9000 parce que sans auditeurs, une radio n'est rien. Ça c'est sûr. Voilà. Alors ma chère Anan, Libertad de rentrée. Bon, j'espère que ça va aller. Hein. C'est toujours l'angoisse pour le Libertad. Non, tranquille, on sait jamais sur qui on va tomber. Qui va changer un petit peu. Hein. Le concept de Libertad va un petit peu évoluer. Donc très bien. Voilà. On n'aura plus de chat alors. Bah j'espère pas, non, on va se le faire le chat. Ok. 01 40 33 9000, on va lui apporter la gamelle, truc de canigou, tout ça, et puis voilà, on va le laisser là où il doit être. Canigou c'est pour les chiens je crois. On sait rien, si, non c'est pour les chats je crois. C'est pour les chats, d'accord. Ouais, c'est des croquettes pour les chiens. D'accord, je sais pas. 01 40 33 9000, vous pouvez nous appeler, décrocher votre téléphone, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez. Si vous êtes encore en vacances, on connaît beaucoup, un petit clin d'œil comme ça au passage. Et bien vous pouvez nous appeler sur le lieu de votre vacances pour nous faire profiter, nous faire rager. Et bien 01 40 33 9000, 00 33 1 40 33 9000. Si toutefois vous nous appelez de l'étranger. Allô, bonsoir, qui est là? Oui, bonsoir Christophe, Kamel. Bonsoir Kamel, comment ça va? Oui, très très bien. Alors, moi je rebondissais, ça va très bien et je souhaite que tous ceux qui sont à l'écoute se portent aussi bien. En tous les cas, moi j'ai une pensée pour tous ces gens qui écoutent la radio et puis bien évidemment tous les autres et la communauté, etc. Tu sais combien je suis attaché à notre communauté et en résonance de ça, bien évidemment, à toutes les autres. Mais quand celle-ci est touchée, eh bien, je fais en sorte d'être présent et d'être à côté de ceux qui sont stigmatisés et atteints. Je voudrais simplement rebondir sur ce que vous disiez tout à l'heure sur les femmes voilées, etc., etc. Moi, ce que je voudrais, c'est que finalement, on n'en parle pas, tout simplement, parce qu'il n'y a pas lieu d'en parler dans un pays qui se dit républicain, etc., et où au frotton des mairies, etc., c'est liberté qui est écrit, égalité, fraternité, donc il n'y a pas à en parler. Si ce n'est qu'hier, j'étais attablé dans une région au bord de la plage, etc. Tu es où, Kamel? Tu es où? Alors là, au moment où je te parle, je suis sur le port de Marseille. Hier, j'étais, où il fait un très très joli soleil, etc. Ouais. Hier, j'étais à la Grande Motte et je m'attablais pour prendre un petit verre tranquillement, etc. en fin de journée. Et des gens se sont attablés. Il y avait 3 personnes, 3 femmes. Et à un moment, l'une d'elles, j'étais juste à côté, mais vraiment juste à côté. Et l'une d'elles dit oui, on a marre de ces voiles, etc., etc. Et je n'ai plus, bien évidemment, puisqu'elle prenait la parole devant moi, j'ai réagi et en lui disant tout simplement que finalement c'était aussi la liberté dans notre pays qu'il y ait, etc., cette expression. Et elle dit oui, mais moi je suis chez moi. Je dis oui, mais eux aussi sont chez eux, etc. Voilà, parce que très souvent, comme je n'ai pas vraiment le faciès du maghrébin, enfin avec cette image qu'ils ont, etc., eh bien, voilà, donc ils se permettent
Voilà. Et je réagissais à ça parce que je voudrais dire à toutes celles qui nous écoutent, véritablement, hein, vraiment que toutes celles qui, moi je trouve déjà que les femmes qui portent le voile, moi je trouve ça très joli. Hein. À partir du moment où elles ne sont pas tenues et contraintes de le porter, je dis que pour moi c'est très joli. À une époque dans ce d'abord, pays, t'as pas regardé Kamel, hein. Ce qui est la plus jolie, c'est ta femme et ta mère, c'est tout. Le reste. Oui, non, mais voilà, je veux dire, non, mais dans l'aspect vestimentaire, tu comprends, je veux dire la manière dont les gens se tiennent, dépend, il y en a etc. qui le portent bien, d'autres qui le portent moins bien. On peut toujours dire quelque chose là-dessus. Moi, je dis qu'à partir du moment que les femmes ne sont pas contraintes de le porter comme ça a pu exister par ailleurs dans certaines familles, et ça c'est bien dommage, eh bien moi je trouve qu'elles ont toute cette liberté, et je veux leur dire que nous autres, les hommes, une grande majorité des hommes, eh ben les soutiennent. À partir du moment où je dis bien qu'elles ne sont pas contraintes et qu'elles font un choix alors Kamel, je vais rebondir sur ce que vous dites. Effectivement, vous mettez en avant le triptyque républicain, liberté, égalité, fraternité. Aujourd'hui, en tant que Française avant tout, je continue à y croire et à le mettre en avant, mais il a quand même été bien entaché, hein, ce triptyque-là. Nous, en tant que femmes voilées, on en ressent toutes les conséquences, hein, que ce soit d'un point de vue professionnel, personnel. Je vais rebondir sur une autre anecdote. Il y a un site internet qui s'appelle swimi.com, donc qui permet à des particuliers de louer en fait des piscines, tout simplement. Donc forcément, ce service-là, étant donné qu'on n'a pas accès aux piscines municipales et que même si on souhaite aller en bord de mer, on est obligé de porter un burkini, donc certaines femmes ne souhaitent pas faire ce choix-là. Donc elles font le choix de se diriger vers ce service, en fait, vers cette prestation qui a été proposée depuis quelques mois. Et on a de plus en plus de témoignages qui remontent où en fait ces particuliers-là qui louent leur piscine demandent expressément si le nom est un peu arabisant, ou en tout cas où on se dit derrière on risque entre guillemets d'avoir plusieurs femmes voilées qui arrivent. On leur pose clairement la question, est-ce que ce sont des femmes voilées? Il y a eu des refus. Donc si vous voulez, ça va quand même très très loin, hein, cette stigmatisation. Aujourd'hui, en dehors des services de la République qui nous octroient normalement cette liberté, cette égalité et puis cette fraternité, aujourd'hui c'est tout le seuil, enfin c'est tout le paysage social qui est remis en cause. Et puis vous connaissez le proverbe, hein, Kamel, pour vivre heureux, vivons cachés. Moi je l'analyse parfaitement. Tout ça, c'est cette histoire non dite, non assumée, qui entraîne cette pathologie dans la société. Alors bien évidemment, à une époque, il a fallu trouver un bouc émissaire au travers d'une autre communauté. Aujourd'hui, c'est la nôtre. Mais moi je suis un optimiste. Je dis que par la force des choses, n'importe comment, nous gagnerons cette bataille, cette guerre pour la liberté et la paix, bien évidemment. On la gagnera parce que tout simplement, on est un peuple intelligent, on est un peuple éduqué, et qu'aujourd'hui, on intervient dans toutes les sphères de la société. Donc à un moment ou à un autre, oui, effectivement, les choses vont se tasser. Mais ce qui m'inquiète entre guillemets, c'est que nos jeunes filles qui sont en train de grandir dans cette atmosphère qui est juste épouvantable, en réalité, elles vont plus vouloir le porter. Et aujourd'hui, on a même des parents qui font face à leurs filles, qui veulent le porter, et sachant combien c'est difficile, qui les déconseillent d'aller vers ce chemin-là. Donc aujourd'hui, on n'a même plus cette liberté de choisir qui on veut être et comment on veut s'habiller. Bon. Moi, je me tiendrai toujours à vos côtés pour nous battre, et me battre à vos côtés. Mais on se bat pacifiquement ici, hein, évidemment. Oui, mais aux côtés de la radio. Si j'interviens pile jour à la radio, parce qu'il y a cet esprit, et ça je vous en remercie et je ne cesserai de le faire, de liberté. Et je crois que c'est au travers ces outils, cette voix qui à chaque fois intervient au travers de toi, Christophe, au travers tous ceux qui t'entourent. Je crois qu'il faut maintenir ça en bonne intelligence, en proposant des choses, parce que c'est bien évidemment ça qu'il faut faire, c'est proposer. Et je termine sur le fait de dire à tous ceux qui nous écoutent d'être vigilants, parce que bien évidemment la rentrée s'annonce et on va nous préparer encore une fois sur le thème des musulmans de France, tout ça, etc., etc. On va vouloir nous nommer des chaouches de service. Moi j'ai appelé les nouveaux halkis de la République. On va rentrer dans la réforme des retraites, donc oui, forcément qu'on va avoir. Soyons vigilants, restons vigilants. Kamel, t'es parti où en vacances?
Alors moi, je bouge un peu en France. Parlez-moi de vacances un peu. Voilà. Je pars un peu partout. J'étais dans le Nord, là je suis à Marseille, je suis sur Montpellier, les Cévennes que j'affectionne particulièrement pour y avoir été une dizaine d'années. Et je continue mon périple. Je vais terminer la semaine un peu sur la. Enfin bon, ça va faire un peu bobo, mais bon, mais j'aime bien le côté de Coquelin, Ramatuelle et tout ça du côté de la Côte d'Azur. Je fais un passage vite fait. Voilà, oui, je rencontre des gens. Et puis, il faut être là où on nous attend pas aussi. Tu sais, il y a des débats et des discussions qui sont partout. Je vais certainement passer, et ça, je tiens absolument à le faire, en Ardèche, vers le coin où se trouve Pierre Rabhi, un type que j'aime beaucoup. Et au travers tout ce qu'il fait, moi, je suis un fervent partisan de cet esprit de combattant pour la biodiversité, et je veille en sorte de rencontrer tous ces gens également. Merci Kamel, merci à toi. À bientôt en tous les cas. Bon, Kamel, une petite demande. Tiens, ça va être nous. Si vous voyez Pierre Rabhi, c'est bien d'écologiste dont vous parlez. Oui, bien sûr, bien sûr. Prenez ses coordonnées et puis on le rappelle, on l'accueillera avec grand plaisir à la radio. Alors, on les a. Moi, je vous les communiquerai. Là, je suis en petite chemise, en Bermuda, donc j'ai pas ça va, Kamel, mais je promets que ça serait très bien que Pierre Rabhi intervienne sur les ondes de Radio France. Envoie-nous tout ça sur la page de Christophe Le Grand Forum en message privé, d'accord? Ok. Salut mon ami. Ciao. Bon, on a fait un Libertad complet avec Kamel. Voilà. Ça fait du bien de l'entendre à nouveau. Absolument. C'est un vrai militant. Oui, il y en a beaucoup. Merci à tous. Merci ma chère Hanan. Merci à toi. C'était une bonne première. C'était une bonne première, oui, c'était une bonne première. Merci à nos auditeurs de nous suivre. On espère avoir une excellente saison 2018-2019 et on n'en doute pas. Absolument. Voilà, donc absolument, continuez avec à nous l'équipe appeler. de Jeff qui se renforce. Parlez-nous autour de vous. Oui, Parlez de nous autour de vous parce qu'on est quand même en tout cas cette émission en tant que chroniqueuse mais aussi en tant qu'auditrice je la trouve absolument exceptionnelle et c'est la seule émission qui permet d'avoir notre ressenti à nous franco-musulmans, j'ai envie de dire. Bon, à lundi prochain. Écoute, à lundi prochain, oui. Inch'Allah, comme on dit. Avec grand plaisir. Merci Alan. Bonne soirée à tous et toutes. On se retrouve demain entre 16h et 18h. Et notre ami Medjahed qui arrive dans un instant, effectivement, pour vous divertir. Ça va changer un peu de registre pour le coup. Il va vous faire jouer et gagner des cadeaux. Faut tout pour faire un mandat. Absolument. Bonne soirée à tous et rendez-vous demain sur France Maghreb 2. J'ai pris la résolution de rendre l'antenne à l'heure cette année. On va essayer 18h. L'heure du flash tout de suite. Bonsoir à tous. Le maintien de Bachar al-Assad au pouvoir en Syrie serait une erreur funeste. Des propos signés Emmanuel Macron tout à l'heure lors de son discours à la conférence des ambassadeurs et des ambassadrices. Et on apprend par ailleurs qu'un sommet tripartite sur la Syrie entre la Turquie, l'Iran et la Russie se tiendra en Iran le 7 septembre prochain. Plus de 250 personnes tenant des ballons blancs et vêtues de t-shirts à l'effigie de Maëlys se sont retrouvées pour une marche de recueillement cet après-midi à Pont-de-Beauvoisin en Isère. Il y a un an, jour pour jour, disparaissait la petite fille de 8 ans lors d'une fête de mariage. Les parents de la fillette sont toujours dans une recherche de vérité. Nordal Lelandais a avoué le meurtre de la petite fille 6 mois après les faits, sans en dire plus sur les circonstances de son acte. Olivier Faure accuse l'exécutif de persévérer dans l'erreur au sujet des prestations sociales. On peut se tromper, mais quand on persévère, c'est diabolique, estime le premier secrétaire du Parti socialiste. Le Premier ministre Édouard Philippe a annoncé hier que certaines prestations sociales, notamment des pensions de retraite, progresseraient désormais moins que l'inflation. Les entreprises participeront à hauteur de plus de 3 milliards d'euros à l'effort de rétablissement des finances publiques dans le cadre du budget 2019. Une annonce ce matin de Bruno Le Maire, le ministre de l'économie et des finances. Pas de grève à Air France, en tout cas pas pour le moment. Les syndicats faisaient leur rentrée ce matin. Ils disent rester mobilisés pour les salaires, mais attendent le CCE de jeudi qui sera présidé par le nouveau directeur général du groupe, le Canadien Ben Smith. Les enquêteurs de l'ONU demandent que la justice internationale poursuive le chef de l'armée birmane et 5 autres hauts gradés pour génocide, crimes contre l'humanité et crimes de guerre à l'encontre des musulmans rohingyas. Entre août et décembre 2017, près de 700 000 d'entre eux ont fui une offensive de l'armée birmane pour trouver refuge au Bangladesh. France Maghreb 2, service, info, musique, divertissement. France Maghreb 2. France Maghreb.